Cette fois-ci, on va un peu s'attarder sur comment choisir son professeur et selon moi, ce qui est nécessaire d'avoir chez un professeur. Alors évidemment, ça dépend fortement de vos buts. Si vous préparez un concours, allez voir un des membres du jury. Je sais que c'est- mais ça marche comme ça. Ça fait très, oh mon Dieu, il va être favorisé, mais ça marche comme ça. Et c'est normal, même aller voir le plus possible de membres de jury ou de potentiels membres de jury, ou même de vainqueurs de concours précédents. Mine de rien, ça peut vraiment vous aider beaucoup. Euh, Si vous cherchez juste le loisir, ou si vous êtes pas encore à un niveau prêt à aller au conservatoire, mais que vous cherchez à aller au conservatoire, là par contre, les conseils que je vais vous donner vont être un peu plus carrés. Je vais vous donner plein d'anecdotes personnelles. J'avais un professeur, j'ai commencé vraiment à prendre la musique au sérieux quand j'avais environ 17 ans, donc comme quoi c'est possible à n'importe quel âge, un peu avant mes 17 ans. Et j'avais un professeur qui me disait, ok d'accord, tu prends ça au sérieux, très bien, voilà les morceaux que tu vas faire, je travaillais comme un acharné, au début ça marchait bien, et puis j'avais l'impression de plafonner. Déjà, vous allez comprendre que très vite, en fait, lui-même m'avait donné des trucs beaucoup trop durs, et qu'il aurait dû y aller plus graduellement. Donc je venais de faire des inventions à deux voix, à trois voix de Bach, et puis j'avais fait une petite sonate de Mozart, la sonate en fa majeur, qui est en fait magnifique. J'avais juste fait le premier mouvement. Et puis il me donne Funérailles de Liszt. Je ne sais pas si vous connaissez Funérailles de Liszt, je vous conseille d'aller l'écouter. Surtout le passage avec les octaves endiablées, qui pose même problème à des gens au conservatoire. Et il me disait, enfin j'avais tout mémorisé, vraiment je travaillais, à ce moment-là je travaillais énormément, parce que je voulais vraiment y arriver. Et il me disait, après un mois que j'avais travaillé dessus, bon, la semaine prochaine, rapporte-moi juste la première page parfaite et la sixième page, je crois, de souvenirs, aussi parfaite. Vraiment, nettoie ça à fond et on va voir ça petit à petit comme ça. Moi, je travaille toujours fort, dur, et la semaine d'après, il est pas satisfait. Il dit, mais non, mais enfin, je t'avais dit, pourtant, il n'y a que deux pages à faire, t'aurais pu bien les nettoyer, tout ça. Et en fait, j'ai réalisé que je ne savais pas ce qu'il voulait de moi, que je ne comprenais pas, et j'ai eu ça très souvent, hein, que je ne savais tout simplement pas, mais qu'est-ce qu'il voulait en fait que je fasse? Qu'est-ce que lui, il entendait par nettoyer? Et puis, parce que j'avais quand même confronté, quand je lui avais demandé, mais en fait, concrètement, ça ressemble à quoi? Il a juste joué devant moi, il a fait voilà, quelque chose comme ça. Mais ça ne marche pas comme ça. Et en fait, du coup, l'anecdote finit là, mais c'est surtout pour vous dire, en fait, si vous cherchez un professeur, trouvez quelqu'un qui est empathique, mais vraiment empathique. Ce que je veux dire par empathique, c'est qu'il peut se mettre à la place de l'élève. C'est qu'il se souvient de comment lui il a galéré quand il était à votre niveau, et qu'il se dit ok, certainement là il n'y arrive pas parce qu'il pense trop à ça, ou parce qu'il a eu ce blocage-là. Et c'est là que moi j'ai quand même un sacré avantage sur les autres professeurs, c'est que bah, comme j'ai commencé tard, je me souviens très bien de tous les problèmes que j'avais. Et surtout j'ai trouvé petit à petit des solutions, principalement par moi-même. Notamment parce que j'avais des professeurs pas empathiques. J'allais dire des mauvais professeurs, c'est un peu méchant pour eux parce que je suis sûr qu'ils étaient pleins de bonne volonté, du moins la plupart, et qu'ils croyaient bien faire, mais qu'il manquait cette empathie réelle, qu'ils se disaient juste bah, je vais tout faire pour que l'élève réussisse, mais ils se mettaient pas à la place d'eux. Ils se disaient pas tiens, lui, ce qui lui manque c'est ça. Ou ah là, il a peut-être mal compris parce que c'est vrai que ça ressemble à autre chose. Et c'est de ça qu'il faut se méfier. En fait, il faut vraiment trouver quelqu'un déjà qui gère bien la langue. Je trouve que c'est très important, surtout si vous êtes au balbutiement du piano. Il faut quelqu'un qui soit assez précis dans ce qu'il attend. Et donc, trouver un pianiste, par exemple, qui parle une langue étrangère. Là encore, je vais donner un exemple. J'avais une professeure qui était très bonne pianiste et qui était d'origine chinoise. Très bonne pianiste, vraiment très sympathique. Elle était très drôle même, mais quand elle utilisait les termes techniques, parfois je ne savais pas ce qu'elle voulait dire. Parce que elle les avait compris d'une autre manière, je crois. Et j'étais pas le seul à dire ça. D'autres élèves me disaient aussi, ou quand elle essayait d'expliquer des longues tirades, de oui, là il faut plutôt penser à ça, mais en même temps il faut faire ça. La plupart des gens se perdaient. Parce que bah, c'est pas sa langue première et qu'elle a
elle avait un très bon français, hein. Je suis vraiment pas en train de dire qu'elle n'a pas fait un effort de dingue pour, pour apprendre un bon français. Mais, euh, mais c'est tout simplement les imageries, etc. Ça ne venait pas naturellement pour elle, ce qui est normal. Et donc, si vous êtes un pianiste bien avancé, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, vous pouvez malgré tout vous en sortir. Si vous êtes un pianiste en doute de vos capacités ou quoi, c'est les professeurs à éviter, parce que vous n'allez pas savoir quoi en retirer, et vous allez plus perdre votre temps, et le prof aussi. Parce que même si vous lui signalez, genre non mais là j'ai pas compris, elle va juste encore plus s'embourber d'une certaine manière. Donc vraiment, la bonne connaissance de la langue, quand même, pour moi, c'est important aussi. Sinon, qu'est-ce qui est très important pour moi aussi, c'est que vous ayez un feeling. En fait, que vous sentiez, genre, oui, oui, ok, lui, il sait de quoi il parle. Il balance pas des charades. Ça aussi, grandes anecdotes. Ça, c'était même au conservatoire. Un assistant au conservatoire qui vraiment... Mais on l'avait mis dans cette position, donc je lui en veux pas. Mais on l'avait mis dans cette position beaucoup trop tôt dans son parcours d'enseignement. Et donc, il croyait qu'il devait surjouer son rôle d'une certaine manière, et donc il rentrait dans des tirades qui n'avaient plus aucun sens, avec des imageries d'images, avec des anecdotes qui en fait n'en sont pas, et, et avec même des trucs personnels qui en fait le décrédibilisent, et du coup, plus rien de ce que cet homme disait ne me paraissait faire sens. Et c'est très dommage quand même. Ça, c'est une vraie anecdote. Il me disait, ah oui, mais là, tu dois faire ça. Bon, moi, quand je vais voir mon kiné toutes les semaines, je le paye 30 euros et puis je le revois la semaine prochaine parce que de toute façon, je fais pas ces exercices. Il m'a vraiment dit ça. Et là, je me suis dit, mais tu te rends compte à quel point, du coup, tout ce que tu vas me dire après, je vais me dire, bah non, parce que ça va me crisper, ça va être horrible. Et pourtant, il donnait cours au conservatoire. Donc, vous voyez, c'est même pas le statut, d'une certaine manière, qui compte. C'est vraiment le contact que vous avez avec cette personne. Et est-ce que vraiment, vous devez être critique avec lui, d'une certaine manière. Vous devez oser confronter. Vous devez vous demander, ok, est-ce qu'il m'apporte vraiment beaucoup de choses? Je prends cet exemple parce qu'en fait, tous les élèves qui viennent d'autres professeurs qui viennent chez moi, c'est toujours la même chose. Ils me disent tous, ouais, en fait, j'ai mal à l'avant-bras quand je joue, mais l'autre prof ne disait rien et je me disais que ça faisait partie du parcours. Non, non, ça ne fait. S'il vous dit rien, c'est un problème. Est-ce que ça fait partie du parcours? Ça, par contre, je ne dis pas que c'est vrai ou que c'est faux. Ça peut vraiment faire partie du parcours d'avoir, quand vous exercez pendant 20 à 30 minutes sans pause, que vous ayez un peu mal à l'avant-bras. Mais par contre, que le prof n'en dise rien, ça, c'est pas normal. Ça, pour moi, c'est l'échec de l'enseignement, aujourd'hui, en tout cas encore au piano. C'est qu'on a l'impression que cette souffrance fait partie de. Un bon professeur devrait vous guider aussi physiquement, mentalement et techniquement, d'une certaine manière. Normalement, techniquement et physiquement, je les mets souvent ensemble, mais là, je crois que c'est assez clair de les avoir divisés en trois. Parce que vraiment, il faut qu'il vous explique comment une œuvre fonctionne, euh, comment alléger la charge mentale. Ça, c'est très important selon moi. Que quand vous êtes devant une partition, que quand vous jouez, vous n'avez pas l'impression d'être noyé. Il doit pouvoir vous guider à travers ce parcours. Ça peut être via la compréhension harmonique ou quoi que ce soit, hein. Il doit pouvoir vous dire comment il faut se ressentir, ou au moins vous éveiller à des nouvelles sensations de «Ah ben oui, tiens, en fait, je fais ça. Mon coude se bloque tout le temps quand je joue». Il doit pouvoir vous le dire et vous épauler vers «Ah, tu devrais plutôt penser à ça». Ça ne veut pas dire qu'en un cours, c'est réglé, hein. Parce que ça, il n'y a pas de remède miracle. Mais il doit pouvoir vous aider à ça, et il doit évidemment vous donner des œuvres que vous aimez bien, à votre niveau. Ça aussi, vis-à-vis de ma première anecdote sur Funérailles de Liszt, je le retiens. C'était beaucoup trop tôt et j'étais prêt à me péter les gueules à tout moment. Mais donc voilà, c'est un peu ça que fait un professeur. C'est pas juste un soutien, même si c'est énormément un soutien, et c'est pas un ami, mais c'est vraiment un peu bizarre de le dire comme ça, mais c'est un guide. C'est un guide. J'avais dit dans une vidéo précédente que au début du romantisme et avec Arau, à la fin du romantisme plutôt, et avec Arau, les professeurs même disaient ah il faut que vous lisiez ces livres-là. Ça, je crois que ça allait trop loin. Par contre, je vais pas vous cacher que quand les élèves viennent chez moi, ben, il y a ma bibliothèque qui est là. Donc si jamais ça leur parle, et je crois que ça leur parle, ils peuvent toujours zioter un peu, regarder un peu tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a dans cette bibliothèque et s'en inspirer. Parce que je crois quand même que le mental là-dedans joue beaucoup.
Et le fait de voir des livres, de lire des livres, ça joue aussi sur comment on va interpréter des œuvres et sur la culture en règle générale qu'on a à travers les œuvres et ce qu'on aura à apporter. En d'autres termes, on va être intéressant parce qu'on est intéressé. Et selon moi, ça c'est une des grandes vérités de la vie, et donc du coup aussi du piano. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé à trouver votre professeur. Je serais ravi d'être le vôtre, hein, c'est pas ça, c'est pas ça le problème. C'est juste que je commence à voir que bah, mon agenda n'est pas élastique. Ce qui avait commencé comme vraiment comment dire, une indépendance complémentaire, dans mon cas, est devenu un temps plein bien rempli, en très très peu de temps, donc ça j'en suis très très ravi, mais normalement, si vraiment vous voulez avoir cours avec moi par exemple, je fais un peu ma pub, mais c'est ma chaîne, n'hésitez pas à me le faire savoir en fait, parce que je crois que dans pas longtemps ce sera grave faisable, même par internet, donc n'hésitez pas. Et j'espère incarner un peu le professeur idéal que je viens de défendre, c'est en tout cas mon objectif à moi.